Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast où on écume les pages navées de Rotten Tomatoes pour trouver nos prochaines idées. Salut, moi c'est Anaïs et tous mes ex sont enterrés dans mon jardin. Et moi c'est Marie, et si vous avez un œil bleu et un œil vert, faites-moi signe. Cette semaine, on plonge dans la magie de l'automne et d'Halloween avec un film que j'aime tout particulièrement et que je revois tous les ans, Les Ensorceleuses. Anaïs, qu'est-ce que tu sais de ce film ? Je sais qu'il y a Sandra Bullock dedans et qu'elles font de la sorcellerie Ouais, et qu'elles veulent jeter des sorts d'amour, c'est ça ? ok. Non ? Je sais pas, vas-y, continue. Parce que je pense que t'avais envisagé de le mettre dans la saison précédente d'Amis sur les films romantiques à un moment. Oui, mais c'est vraiment parce que je voulais que tu le vois en fait. Mais donc j'imagine que... Non, mais il y a un aspect romantique dedans. Ouais, il y a un aspect romantique dedans. C'est tout ce que je sais, mais c'est déjà pas mal. Dans le casting, tu vois juste Sandra Bullock. Je crois que tu m'as dit l'autre, mais j'ai oublié. Il D'accord. y a une autre meuf, mais je sais plus qui c'est. Est-ce que t'en as entendu du bien, du mal Honnêtement, j'en avais jamais entendu parler avant que tu m'en parles. Mais vraiment jamais. Et on l'a mentionné pendant notre live sur Sex Intention et il y a eu une énorme réaction dans la salle, donc visiblement c'est quand même connu. Mais alors moi vraiment c'est passé complètement sous mon radar. En vrai, j'adore les sorcières This Week. Ouais, bon, et après j'aime bien les t'attends histoires pas. de sorcières. C'est un peu comme toi, comparant Hors d'atteinte et Too Fast, Too Furious. Ouais, mais c'est mieux quand même que Too Fast, Too Furious. Ouais, ça, t'en sais rien. Si. Non, mais j'aime beaucoup les histoires de sorcières. Donc déjà, tu pars avec un avantage, c'est-à-dire que Halloween, c'est ma saison préférée. La seule fête que j'observe, c'est Halloween. J'adore Hocus Pocus, j'adore les sorcières This Week, j'adore tous les trucs de sorcières, sauf The Craft, que je trouve surcoté. Ouais, moi aussi. Mais du coup, je suis sûre que ça va me plaire et je suis très impatiente et j'adore Sandra Bullock. Alors tu le disais, c'est un film, il est pas passé sous les radars, enfin pas sous les miens en tout cas. Moi je l'avais vu au Vidéoclub de Bordeaux, j'adore ce film. Mais c'est vrai qu'il a été très mal reçu par la critique à l'époque, mais c'est devenu un film culte depuis pour énormément, surtout je pense, de femmes, et surtout de femmes qui l'ont découvert à l'adolescence. Et qui aujourd'hui sont en capacité d'écrire des articles pour des médias américains surtout souvent, et qui du coup ont réhabilité le film dans la presse aussi. Mais j'ai sélectionné quand même quelques petites critiques pour te donner un petit avant-goût. L'Obs, à l'époque de la sortie, avait écrit « C'est nunuche, banal à pleurer, bêtifiant, le genre de film que les grands-mères s'imaginent génial avec le petit dernier qui attend la Guerre des Étoiles part 4 avec impatience. » Bon, il n'avait pas vu la Guerre des Étoiles partie 4. Ouais, c'est clair. Et même moi, ça me donne envie. Hein. De ouf, mais tu vas voir le prochain, ça va te donner encore plus envie. Les Inrocks, qui disait « Point de fantastique ici et d'érotisme encore moins, mais un infect bouillon de féminisme et de New Age censé mettre en avant les talents dramatiques de ses comédiennes principales, pourtant à leur désavantage dans ce produit aseptisé. » Trop bien. Franchement, un infect bouillon de féminisme et de New Age. Bah, tu viens de me décrire en fait. C'est ça. Et il y avait Synopsis qui avait écrit « Voilà un petit film pour les petites filles qui aiment bien les histoires de gentilles sorcières. Oui, ça ressemble à du Disney, ça a le même goût que du Disney, mais ce n'est pas du Disney. » Bah, excellent. On est d'accord. J'achète. Donc voilà, et il est à 24% sur Rotten Tomatoes, mais 73% pour le public. Très bien. Et ouais, pour moi, en fait, c'est un film qui coche un peu toutes les cases de l'automne et que j'adore revoir à cette période de l'année. Je revois toujours Hocus Pocus et ce film. Donc voilà, je vais te montrer l'affiche et après, on va aller le voir. Grave. Bon, c'est l'affiche de l'époque et il y avait des petits soucis de Photoshop. Ah oui, oh, ça va. Ah oui, Nicole Kidman, tu me l'avais dit, trop bien. J'adore. Laissez-vous envoûter, mais je n'attends que ça. Tu crois que c'est quoi leur relation ? Elles sont sœurs, non ? Tu m'avais pas dit qu'elles étaient sœurs ? C'est un film sur la sororité. Ouais. Et c'est visiblement Sandra Bullock qui embrasse un mec. J'espère. Est-ce que c'est... J'aimerais trop que ce soit Bill Pullman. C'est pas Bill Pullman ? Non. Remboursé. Tu connaîtras pas... Enfin, je pense pas que tu connaisses le mec, il est pas connu. D'accord. Ah, Diane Wist, trop bien. Elle adore les trucs de sorcière, hein, putain. Elle les fait tous. Stockard Channing. Aidan Quinn. D'accord. Franchement, ça a l'air fun. Décris-la un petit peu, peut-être. Ah oui, bah il y a Nicole Kidman et Sandra Bullock qui sont un peu superposées et qui nous fixent. Et il y a une espèce de petite étoile scintillante autour du titre. Et derrière, il y a Sandra Bullock en train d'embrasser un mec. Et c'est moche, très clairement. Voilà. Non, ce qui est dommage, c'est que Nicole Kidman a les cheveux un peu lisses. Et ça, c'est toujours dommage pour Nicole Kidman. Bah, dans le film, elle a les cheveux lisses, mais ça lui va très, très, très Ouais. bien. Après, elle a l'air bien, bien rousse. Et ça, c'est toujours bien pour Nicole Kidman. Ouais, vraiment, elle est magnifique dans ce film. Mais Trop les cool. deux sont magnifiques. Trop bien. Enfin, c'est vraiment... Bon, bah on va kiffer alors. Moi, je pense que tu vas kiffer. Let's do it.
In the Owens family, life was always magic. Most excellent. And love Any man who wins the heart of an Owens woman is bound to end up 6 feet under. was always tragic. Michael, look out! It was an accident. It was fate. It was the curse, wasn't it? He died because I loved him so much. Two sisters. One would play it safe, You spent all your energy just trying to fit in, but you're never gonna fit in, Sal. We're different. while the other would run wild. Hang on to your husbands, girl. On est de retour. Anaïs, tu as vu le film, mais je crois qu'il t'a laissé un petit peu perplexe. Il manque beaucoup de liens dans ce film. Je sais pas, moi je trouve que c'est très bien lié là. Genre jusqu'à présent elle faisait des shampoings et maintenant il y a un zombie, un fantôme zombie qui vient de sortir du corps possédé de Nicole Kidman quoi. Dans les années 90 c'était un moment bizarre au cinéma quoi. T'en as pensé quoi, Anaïs? Bah, j'ai trouvé ça plutôt sympa pour un samedi après-midi mais j'ai un petit peu bâillé. On va en débattre, on va en discuter, mais avant ça, est-ce que tu peux me résumer l'intrigue de ce film? En 30 secondes, je rigole parce qu'il y a beaucoup d'intrigues et en même temps, aucune. Ouais, c'est ça. Honnêtement, non, je peux pas. Mais je vais essayer. C'est l'histoire de deux sœurs qui sont sorcières et qui sont maudites et condamnées à ne jamais tomber amoureuses puisque y a une malédiction qui fait que si elles tombent amoureuses d'un homme, cet homme va mourir. J'ai envie de dire, franchement, meilleur plan en fait. Et du coup, c'est ce qui se passe pour les deux. Sauf qu'il y en a un des deux qu'elle tue, elle l'enterre dans le jardin et après il y a un flic qui vient de l'Arizona pour enquêter dessus. Et donc en même temps, c'est un peu une rom-com, mais c'est aussi un film d'exorcisme et c'est aussi un film de sorcière et c'est aussi censé être un film d'Halloween. Et voilà. Très bon résumé. Bravo. C'est un film qui est sorti il y a 25 ans. Il a eu 25 ans le 16 octobre, donc très récemment. Il est sorti donc en 98. Il est réalisé par Griffin Dunne, le neveu de John Didion. Tu l'as fait remarquer quand tu as vu son nom dans le générique. C'est un acteur aussi qui a joué dans After Hours de Scorsese, dans Dallas Buyers Club et dans My Girl. Et plus récemment, vous l'avez peut-être vu dans This Is Us. Pour les fans de films d'horreur, vous l'aurez aussi sans doute reconnu puisqu'il a joué dans Le Loup-garou de Londres, qui est une comédie horrifique. J'avais hésité à la mettre sur la liste dans notre saison précédente d'Amis. J'avais opté pour Evil Dead 2, qui est quand même plus culte et plus connu. Mais c'est aussi très bien, je vous le recommande. Il a aussi réalisé plusieurs films. Donc, il a réalisé Les Ensorceleuses, mais il a aussi réalisé Addicted to Love avec Meg Ryan et Matthew Broderick, qui est une comédie romantique qui n'est pas restée dans les annales. Et Un mari de trop avec Uma Thurman et Colin Firth, qui est une autre comédie romantique qui n'est pas restée dans les annales non plus. Et je crois que c'est aussi lui qui a réalisé du coup le documentaire sur John Didion qui est disponible sur Netflix. Oui, c'est ça. Et il faut savoir que Les Ensorceleuses, c'est aussi une adaptation d'un roman d'Alice Hoffman du même nom. Alors, je ne sais pas si c'est le même nom en français, mais en tout cas, le titre anglais du film, c'est Practical Magic, et c'est le même titre du livre. Il y a donc deux personnages au cœur de ce film. C'est un duo de sœurs et la première, c'est Sally Owens, qui est jouée par Sandra Bullock. Comment tu décrirais Sally ? Elle est brune. C'est important puisque l'autre est rousse. Et c'est la gentille fille du duo. C'est celle qui respecte les règles, c'est-à-dire qu'on établit au début du film qu'il vaut mieux pas que les femmes de cette famille tombent amoureuses ou se marient. Et elle dit qu'elle veut absolument pas tomber amoureuse quand elle est petite parce que justement, elle veut surtout pas être victime de la malédiction. Finalement, ses tantes vont un peu la piéger pour qu'elle tombe amoureuse en l'ensorcelant. Mais voilà, elle respecte les règles, elle est gentille, plutôt discrète. Elle est vraiment en quête de normalité. C'est un de ses gros points caractéristiques, c'est qu'elle veut vraiment être normale. Parce que c'est une famille donc, qui est là depuis des générations et qui est connue comme la famille de sorcières de la petite ville. Et donc, ils sont un peu ostracisés, moqués, et elle l'a très mal vécu. Et donc, elle est vraiment en quête de normalité, quoi. Alors que j'avais pas trop compris ça en regardant le film, mais tu me l'as dit pendant qu'on le regardait, elle est censée être aussi la plus puissante. Ouais. Et malgré ça, elle ne veut pas vraiment utiliser ses pouvoirs, à part pour touiller son café. Elle a une sorte de potentiel gâché parce qu'elle veut tellement être normale qu'elle veut pas du tout utiliser ses capacités en tant que sorcière. Voilà. Et de l'autre côté, il y a Gillian Owens, qui est jouée par Nicole Kidman, qui est magnifique dans ce film. Comment tu la décrirais, Gillian ? Elle est rousse.
Et elle, du coup, c'est la mauvaise fille, c'est-à-dire que elle est beaucoup plus rock, elle s'émancipe de la famille très tôt, elle est tout le temps par monts et par vaux, et elle couche un peu avec qui elle veut, et elle sort avec un mec qui est hyper rock'n'roll et dangereux et un bad boy. Et elle veut pas obéir aux règles, elle veut utiliser ses pouvoirs magiques pour des petits trucs personnels, donc elle a pas du tout peur de ses origines, au contraire, elle en est très fière. Et elle va revenir, puisqu'elle passe. Il y a une bonne partie du film où elle est pas là. Et en fait, après, le film change d'intrigue, elle est là. Ouais. C'est pas qu'elle est pas là, c'est qu'elles sont séparées, mais on la voit quand même. On voit quand même son évolution. Ce qui fait une grosse partie du charme du film, pour moi, c'est le duo d'actrices en son cœur. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais pour moi, elles font vraiment le film, quoi. Oui, disons que comme je trouve que le film est un petit peu médiocre, clairement, si c'était avec un casting moins bon, je pense que je me serais un peu endormie devant. Mais là, comme c'est avec 2 actrices qui sont déjà excellentes et en plus très charismatiques, ça fonctionne très bien. Il y a quelques bonnes répliques dans le film qui sont vraiment sublimées par la performance des deux. Et elles sont très bonnes aussi bien sur la comédie que l'aspect dramatique du film. Donc franchement, oui. Et en plus, elles sont toutes les deux très jolies. C'était vraiment les Nicole Kidman et Sandra Bullock très jeunes, très charmantes de leur début. Elles sont aussi toujours très charmantes aujourd'hui. Mais voilà, il y a un côté hyper chouette à les voir toutes les deux dans un même film en plus. 2 grandes actrices comme ça. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ce film, il y a d'autres raisons, on va en parler, mais pour lesquelles ce film est devenu culte, c'est aussi parce que c'est fou en fait de se dire qu'il y a eu un film en plus, une comédie et pas un drame ou un truc comme ça. En plus, un film où il y a un fantôme zombie qui sort du corps de quelqu'un. Avec Nicole Kidman et Sandra Bullock avant leurs Oscars et avant tout ça, mais alors qu'elles étaient déjà très très connues, quoi. Et il y a aussi Stockard Channing, que moi j'adore, qui jouait donc Rizzo dans Grease et qui jouait après la femme du président dans The West Wing, qui a aussi joué la mère d'Alicia Florrick dans The Good Wife, qui joue là l'une des 2 tantes des filles. Et à ses côtés, il y a Diane Wiest, qui joue l'autre tante. Voilà. Mais qui, elle, sert à rien. Elle a aucune... Elle sert à rien, tu trouves ? Si, mais c'est juste que tu viens de faire tout le CV de je la connais moins bien, moi, j'avoue. Channing. Diane Wiest, pour moi, c'est aussi, je l'avais déjà dit dans l'intro, mais elle joue la sorcière, je crois, dans Le 10e Royaume. Les deux, en fait, c'est 2 actrices qui ont énormément de prestance et qui ont beaucoup de chiens, beaucoup de caractère. Donc, c'est assez marrant de les voir dans le rôle des 2 tantes. Un peu faux-folle, quoi. Voilà, un peu faux-folle avec les grands chapeaux et les grands châles. Mais c'est marrant parce que c'est toutes les 2 totalement des Stevie Nicks fictionnelles. Stevie Nicks, qui est la chanteuse de Fleetwood Mac et qui adore porter des grands châles et qui est un peu une sorcière aussi. Et qui a fait 2 chansons originales pour le film. Ouais, on sent que le dress code colle totalement. D'ailleurs, Stevie Nicks, après, a joué aussi une des sorcières de American Horror Story Coven. Donc clairement, il y a une belle filiation. Il y a aussi, ce qui est assez fou, c'est aussi de voir des petits rôles qui sont joués par de très grandes actrices. Il y a Margot Martindale qui joue vraiment juste une meuf qui travaille à la boutique de Sandra Bullock. Il y a aussi Evan Rachel Wood qui joue la fille de Sandra Bullock. Donc je pense que c'était un de ses premiers rôles parce qu'elle est toute gamine. 13 ans. Ouais, c'était avant 13. Et donc c'est vrai que quand on voit l'étendue du casting féminin, c'est assez fou. Il y a une chose qu'on a beaucoup reproché à ce film. Moi, c'est un film que j'adore vraiment. C'est qu'il change beaucoup de ton en passant d'un ton à l'autre. Et c'est vrai que ces passages peuvent un peu surprendre. Ça a été ton cas dès la première scène. On va l'entendre. Juxtaposition, pendaison, musique féerique est un peu étrange, mais... Is that why they wanted to hang her? Why not? Because she was a witch? C'est pour ça que ton père est mort. La la la, la la la. Tu vas voir que ce film a parfois un petit souci de ton. Trop bien. She was Spanish. Moi aussi. Moi aussi, je passe des larmes au rire toutes les 20 minutes. Bah ouais, c'est ça qui est beau dans ce film. Non, mais pour resituer ce qui se passe dans cette scène d'ouverture, c'est que donc on assiste à la pendaison d'une sorcière il y a très très longtemps. Finalement, elle va pas être pendue et c'est un peu ça qui démarre toute l'histoire puisqu'elle a été protégée par un pouvoir magique et donc sa corde s'est brisée ou je sais pas quoi. Mais c'est vrai que vous entendez la musique. Ça fait vraiment... Enfin, après, ça fait très musique des années 90, mais ça colle pas trop avec ce qu'on est en train de voir à l'écran. Et en plus, après, on nous raconte un peu toute la malédiction qui a touché la famille et donc la mort du père de Sandra Bullock et Nicole Kidman quand elles étaient enfants. Et c'est vrai qu'avec cette musique, ça fait vraiment musique de rom-com et pas trop musique de film d'Halloween ou enfin, tu vois. Je sais pas, moi je trouve que ça fait un peu, par exemple, Hocus Pocus, le début ou des choses comme ça, avant que ça devienne effrayant. Mais en fait, le problème, c'est que leur histoire
est hyper déprimante et effrayante dès le début, en fait. Tu vois, ça fait un peu genre la musique que tu mettrais dans L'arrivée dans la petite ville, dans Casper ou des trucs comme ça, mais c'est avant qu'on découvre le côté tragique, quoi. Non, mais ce qui est marrant aussi, c'est qu'en fait, donc l'ancêtre là qui survit de la pendaison, elle survit de la pendaison, mais après on la voit mourir seule sur un rocher et elle est en train de pleurer de désespoir et elle meurt de chagrin parce qu'elle a été abandonnée par son mec alors qu'elle était enceinte, quoi. Ouais. C'est hyper tragique et déprimant et c'est vrai qu'il y a la musique derrière et moi j'ai jamais fait, enfin ça m'a jamais choquée honnêtement. J'étais totalement dedans jusqu'à ce que tu le dises et c'est vrai que quand tu me l'as dit, je me suis dit c'est marrant parce que c'est vraiment ce qu'on reproche au film et c'est ce qui est caractéristique du film sur le reste de l'intrigue, c'est qu'il y a des changements de ton vraiment chelous parfois, que moi j'adore parce que j'ai une affection pour cette œuvre, mais qui peuvent vraiment, vraiment surprendre, c'est vrai. Oui, et puis je pense que c'est aussi vraiment une très belle illustration de ce qui se passe quand on voit un film pour la première fois assez jeune et qu'il fait un peu partie de notre ADN et que du coup on l'a vu à un âge où on n'allait pas remettre en question les transitions, ou, voilà, les ruptures de ton, enfin juste le film il est comme ça et il pourrait pas être autrement et tu le connais par cœur et du coup tu repères absolument pas certains trucs parce que tu l'as intégré. Oui, alors après c'est marrant parce que moi mon rapport au film c'est que je l'ai vu quand j'étais jeune et j'ai dû le voir 2-3 fois quand j'étais jeune, mais après pendant 10-15 ans je l'ai plus du tout revu jusqu'à il y a quelques années où là j'ai recommencé à le revoir assez régulièrement, mais même en le revoyant j'avais pas du tout ce regard critique, mais j'ai vu en ligne aussi il y a pas mal de gens qui disent qu'ils ont découvert le film récemment et que c'est devenu un de leurs films cultes, donc je pense qu'il y a cet aspect-là évidemment de grandir avec ou des choses comme ça, mais le film a un charme qui séduit certaines personnes même à l'âge adulte et où tu peux omettre justement les maladresses au niveau de l'intrigue. Il y a un charme très désuet parce que ça fait vraiment film 90s. Oui, complètement. Oui. Bon, et les ruptures de ton et les problèmes d'intrigue, ça s'est pas amélioré au fil du film. Et du coup, c'est ça l'histoire du film, en fait. J'attends que le film commence depuis tout à l'heure, mais c'est ça, en fait. Le film se déroule, tu vois. Ouais, d'accord. Faut se laisser porter. Ouais, d'accord, ok. Il y a plusieurs histoires. D'accord, il n'y a pas une intrigue, quoi. Avec les actes, tu vois. Là, c'en est un. Oui, mais moi je pensais que c'était une histoire d'amour. C'est un peu absurde comme film, quand même. Oui. S'il était au courant un peu de la trame qu'on t'apprend au collège sur comment bâtir une histoire avec la situation initiale, l'élément perturbateur, la résolution et tout ça, il a vu ça, il s'est dit non, c'est bon, on va jeter ça par la fenêtre et on va faire ce qu'on a envie de faire, quoi. C'est ça, en fait, je cherchais pendant les 20 premières minutes le fil conducteur du film parce qu'il y a plusieurs éléments déclencheurs. Il y a déjà la malédiction, donc on se dit, en fait, tout l'enjeu, ça va être qu'elle pense qu'elle ne peut pas tomber amoureuse. Et en fait, si, c'est ça qui va se produire au fil du film, c'est qu'elle va déjouer la malédiction. Or, comme elle tombe amoureuse dès la 10e minute, c'est là, ok, en fait, c'est pas ça. Ensuite, t'imagines qu'il va y avoir un enjeu sur les deux sœurs et leurs relations, etc. Mais elles sont séparées et puis finalement, elles se retrouvent. Enfin, il se passe plein de choses. Le mec dont elle est amoureuse, finalement, il meurt. Donc, on se dit, encore un nouvel élément déclencheur. Et ensuite, elle tue toutes les deux le mec de Nicole Kidman. Nouvel élément déclencheur. Et ensuite, il y a un flic qui arrive et on comprend que tout le reste du film va aussi être une enquête. Donc, nouvel élément déclencheur. Et en fait, il prend plein de directions à plein de moments où il y a des éléments de rom-com, des éléments d'enquête, des éléments de chronique un peu sur la vie du village ou justement histoire de sorcière, des éléments sur la relation entre les deux et la sororité. En fait, dans tous les films, il y a plein d'intrigues, mais généralement, il y a une hiérarchie qui est établie très clairement entre l'intrigue majeure et toutes les intrigues B, C, D. Là, ce qui est bizarre avec ce film, c'est que tu as l'impression qu'ils en ont choisi aucune comme la majeure et que du coup, ça part dans plein de directions différentes. C'est ça qui est trop bien. Mais je peux comprendre que pour toi, ce soit... Et moi, c'est vrai que c'est ça que j'aime dans d'autres films. Mais sur celui-là, du coup, j'étais un petit peu décontenancée quand je l'ai regardé parce que je me disais, ok, mais c'est quoi l'objectif du film ? C'est-à-dire que pour quel enjeu il faut que je me prenne un petit peu de passion ? Et je comprenais pas, est-ce que je dois vraiment m'impliquer, m'investir dans la vie des sœurs, dans le mystère de comment ce mec est mort et est-ce que le policier va les démasquer, dans la malédiction, enfin il y avait plein de choses et je trouve que le film dans sa structure, arrive pas trop à prendre de décision. Oui, mais ça, je pense que c'est assez clair. Après, j'ai pas lu le livre sur lequel c'est basé, mais d'après ce que j'ai compris, c'est limite plus des chroniques, parce que je crois même qu'il y a plusieurs tomes et tout. Et en fait, pour moi, le film, c'est un peu le même esprit, c'est-à-dire que tu t'embarques dans leur univers. Et donc, pour moi, c'est comme si c'était une saison de série, mais avec des tout petits épisodes collés les uns après les autres, et ça fait un film, quoi. Mais pour moi, c'est plus
Je l'ai dit à un moment quand on regardait le film, pour moi, c'est un film de vibes, en fait. C'est un truc où j'en ai rien à faire de ce qu'elles font, c'est trop bien, quoi. Enfin, elles habitent dans une maison trop belle, c'est trop joli, elles sont magnifiques, il y a des histoires d'amour, il y a des histoires de meurtre, c'est trop bien. Moi, j'ai plusieurs bémols à ça. Effectivement, je me suis dit que ça aurait mieux fonctionné en série. Mais le principe d'une série, en tout cas si elle est bien écrite aussi, c'est que justement, chaque épisode a sa propre structure narrative qui fait qu'à la fin de l'épisode, on a une espèce de cliffhanger ou de truc qui nous donne envie d'arriver à la suite. Et là, dans ce film-là, je trouve qu'il y a un petit problème de rythme, justement, puisque à chaque fois qu'on prend un virage assez sec vers une autre intrigue, il y a des films où ça marche parce que tu dis waouh, plot twist, on est en train de changer de truc et tout. Et là, c'est pas trop ça, c'est plus effectivement bon, bah là, on passe à autre chose. Mais pour moi, ça manquait un peu de propulsion. Enfin, vraiment, c'est ce que je disais au début, c'est-à-dire que je le regardais un petit peu, mais je me sentais pas hyper investie. Ouais, voilà. Bon, c'est un film sur des sorcières, donc forcément, il y a de la magie, mais je pense que tu t'attendais à des trucs un peu plus impressionnants. C'est vrai qu'on passe de elle touille son café avec son esprit à un exorcisme. Mais il n'y a rien entre les deux. Il n'y a rien entre les deux et il n'y a pas énormément de magie tout au long de... Enfin si, il y en a quand même pas mal, mais c'est pas un truc omniprésent comme ça peut l'être dans Charmed, par exemple. Ouais. Donc tu as eu des réactions assez marrantes à ce sujet. Ouais, elles sont un peu nulles comme sorcières, non? Pourquoi? On pourrait pas faire un truc un peu plus, je sais pas, le décapiter. Genre le meilleur truc qu'elles peuvent faire, c'est lui foutre du Xanax dans sa boisson. Enfin, c'est nul, quoi. Le pouvoir des trois, je sais pas, c'est un peu plus stylé, quoi. T'as été déçue par la magie? Ouais, bah je pense quand on a été nourris toutes les deux à Charmed ou à Buffy, ou à d'autres films de sorcières où effectivement il peut y avoir un côté assez impressionnant. Là, quand elles cherchent à se débarrasser de ce mec qui est violent, qui les agresse, tout ça, elles sont totalement démunies en fait. Et le plus gros élément de magie qu'on voit, peut-être pas le plus gros, mais disons qui revient un peu tout au long du film, c'est une herbe qui existe et qu'elles transforment en poudre et qu'elles utilisent pour empoisonner et endormir quelqu'un. Donc c'est même pas pour lui faire pousser des furoncles ou lui faire perdre la parole ou un truc surnaturel. C'est-à-dire que juste c'est un sédatif. Tu vois, genre ça fait un peu small potatoes pour un truc de sorcière. Ouais, après moi justement c'est ce que j'aime parce que ça se rapproche plus de la réalité. En fait, c'est plus, tu peux plus t'identifier. Enfin, moi j'arrive plus à me projeter dans ce genre de magie-là. Où tu te dis, mais non, mais c'est vrai, en fait, c'est comme les tendances Wicca ou sorcières aujourd'hui sur TikTok ou des trucs comme ça. C'est ça, en fait, c'est des trucs d'herbes, de tisanes et de sorts. Des choses qui sont assez abordables. Ce film, il est vraiment dans ce côté-là où quand t'es dans Charmed, elles ont un démon par semaine à vaincre, tu vois. Et du coup, elles sont en train de figer le temps ou des trucs comme ça. Ouais, c'est ça, moi je préfère ça en fait. Mais ou moi, même projeter quelqu'un contre un mur avec le pouvoir de la pensée, enfin voilà, avec des trucs de télépathie, télékinésie. Ouais, j'aime bien, mais justement là, en fait, c'est presque comme si c'était leur religion, leur culte. Elles ont des pouvoirs, mais c'est pas un truc hyper spectaculaire, c'est plus qu'elles ont grandi dans ce culte-là, comme elles auraient pu grandir en allant à l'église protestante du coin et en chantant des louanges. Non, mais c'est vrai, enfin pour moi, c'est vraiment ce sentiment-là où ce qui leur a été inculqué, c'est ce pouvoir-là, quoi. Et du coup, il y a une transmission de mère en fille à travers le livre de la famille, à travers les recettes. Mais c'est quelque chose qui est aussi abordable par d'autres femmes. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit à la fin du film. En même temps, elles ont des pouvoirs, mais il y en a une qui en a plus que d'autres, ou des choses comme ça. Enfin, ça se rapproche un petit peu, en vrai, de Harry Potter, tu vois, dans ce côté-là, où c'est un apprentissage, c'est pas un truc inné. Dans Harry Potter, ils ont des pouvoirs, mais il faut qu'ils apprennent à faire les bons sorts, il faut qu'ils apprennent à faire les potions avec les bons ingrédients, ou des choses comme ça. Mais ça, moi, j'aime bien le fait qu'il y ait un apprentissage et que, justement, ce soit pas accessible qu'à des gens qui ont le pouvoir de manière innée. Par contre, il y a un aspect dans Harry Potter qui est hyper ludique, et je pense que c'est ça qui m'a manqué là, c'est-à-dire que pour moi, quand elle touille son café par la pensée, c'est hyper ludique, c'est très fun. Oui, tu vois. oui, je suis d'accord. Et je voulais plus de petits trucs comme ça. Il y a une scène où Nicole Kidman jette un sort à un moment dans une salle de classe et tout. Voilà, où les enfants aussi, à un moment, ils font pousser, ils jettent un sort à un gamin qui les embête pour qu'il ait la varicelle. C'est hyper marrant et en fait, je voulais beaucoup plus de petits trucs comme ça. Déjà, ça rajoute beaucoup d'humour et de charme dans n'importe quelle œuvre, tu vois, sur les sorcières. Et c'est ludique, c'est fun. Et là, c'est vrai que juste qu'elle fasse de l'après-shampoing et des crèmes hydratantes avec ses herbes et que quand il y a un mec qui est en train de les menacer de mort tous les deux, elle doit juste verser une petite goutte dans une bouteille et ensuite lui faire boire. Oh là là, c'est compliqué quand même. Hein. Mais après, bon, c'est le titre, hein, c'est Practical Magic. Donc c'est sûr, c'est de la magie un peu... pratique et pas hyper charmante ou moi je trouve ça très charmant quand même,
Mais oui, c'est pas spectaculaire, ça c'est sûr. Mais c'est ça. Moi, on je est veux vraiment voir pas sur la même Spectacular vibe. Magic. C'est déprimant, quoi. Non, c'est très bien. Mais pour moi, en fait, il y a un côté un peu, c'est pas cottagecore, mais tu vois, enfin, on dirait un truc Pinterest sur les sorcières, en fait. Et ça, j'adore. Ouais, justement, pour moi, c'est un petit peu trop propre et sous-joué un peu, tu vois. Ouais. J'aurais aimé que les curseurs soient poussés un petit peu plus loin. Bon, il y avait d'autres trucs aussi où tu comprenais pas trop la logique de certaines décisions. Il y a une scène où, en fait, elle décide, donc avant de se séparer, les deux sœurs, puisque Nicole Kidman décide de partir avec son amant, et elle décide de faire un pacte du sang où elles se coupent toutes les deux la main et elles se tiennent la main. Et ça, on a vu ça dans des milliards de films. Sauf que généralement, c'est des gens qui sont pas de la même famille qui font ça pour justement dire pacte du sang, parce qu'on n'est pas du même sang, mais par ce rituel, on le devient. Elles sont déjà littéralement du même sang. Donc, quand elles ont fait ça, je me suis dit, bon, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de se couper la main, en fait? Mais elles sont pas déjà sœurs? C'était juste la petite dose de tétanos supplémentaire quoi, qui manquait. Tu penses à plein de trucs auxquels j'avais jamais pensé. Non, mais c'est encore plus fort, tu vois. Bah non. Mais non, si. par contre, c'est encore moins hygiénique, ça c'est sûr. Non, après, tu comprends dans le film qu'il y a des moments où justement, elle sent aussi que sa sœur va mal en regardant sa cicatrice ou des choses comme ça. Donc, ça crée une connexion encore plus forte entre les deux. Oui. Bon, allez, c'est bon, elle me saoule. Non, mais après, effectivement, oui, Party on pooper, voit qu'elles communiquent par la pensée en fixant leurs cicatrices et tout. Donc, tu comprends qu'il y a eu cet intérêt-là. Mais c'est vrai que, oui, c'est... Mais c'est un ça peu, m'a fait c'est rire. émo, quoi. Elles sont jeunes et elles ont besoin de faire un c'est truc ça. hyper Mais c'est juste, c'est intense. tellement marrant. Elles sont déjà sœurs, donc... Ouais, mais elles voulaient faire un truc intense avant Ouais. de se séparer, tu vois. Oui, non, mais bon, c'est juste... C'est le principe de cette saison aussi, c'est-à-dire qu'on va voir quand même pas mal de films qui vont avoir des structures ou des écritures parfois un peu bancales, et c'est ça qui est marrant. Non, mais ce qui est quand même fou... Attends, on va prendre 2 secondes parce que en fait, là, t'es... Too fast, too furious, quoi. Désolée. Ouais, mais ça, c'est mes vibes, tu vois. Putain. Ouais, mais comment on est amis, en fait? Enfin, je comprends pas, en fait. Le cœur de l'intrigue des Ensorceleuses de Practical Magic, parce qu'il y a une intrigue. Le cœur de l'intrigue, c'est la malédiction. Tu en parlais tout à l'heure. Donc, dès qu'elles aiment vraiment quelqu'un, ils meurent. Il y a un criquet qui sonne d'abord. Mais pas vraiment, parce que c'est pas des. C'est-à-dire que Non, ça peut prendre c'est- plus ou moins du temps. Oui, Donc mais... elles peuvent avoir une vie maritale, par exemple, et avoir le temps de faire des enfants. Ouais, c'est bien pratique. Ouais, exactement. Pratique, magique. Mais en fait, non, mais ce qu'on comprend, c'est que si elles tombent amoureuses, un jour, leur mari ou la personne dont elles tombent amoureuses... Enfin, non, normalement, c'est un homme en plus, parce que du coup, il y a eu plein de questionnements après où il y avait plein de gens qui disaient « Mais pourquoi elles ne deviennent pas lesbiennes, en fait ?» C'est clair. Facile, quoi, comme solution. Ouais. Mais bon, ça n'est pas le film. Et du coup, c'est vrai que l'idée, c'est vraiment que si elles tombent amoureuses, à un moment ou à un autre, leur mari ou la personne dont elles sont amoureuses va mourir d'une manière violente et soudaine, quoi. C'est ce qui arrive à Sally. Et avant que ça lui arrive, il faut déjà qu'elle tombe amoureuse. Et c'est expédié en 30 secondes de montage. Comment elle tombe amoureuse ? Ouais. D'ailleurs, t'as pas trop compris sur le coup, c'était très drôle. Qu'est-ce que tu comprends pas ? Bah, elle était dans son jardin et elle a décidé de courir vers un mec qu'elle a croisé dans la rue. Ah, je suis fantasme. Non. T'as pas vu les tantes échanger un regard ? Alors, je vous décris la scène. C'est vrai qu'en la revoyant, il y a un petit regard échangé entre les deux tantes. Mais en gros, donc, Sandra Bullock va au marché avec ses deux tantes. Elle croise dans la rue ce mec qui vend des pommes. Qui est très mignon. Ouais. Moi, je le déteste. Elle le regarde. Et ensuite, bon, déjà, il faut comprendre que c'est le même jour, mais bon, elle est habillée pareil et tout. Elle est en train de jardiner plus tard dans la journée. Et les deux tantes se disent, bon, quand est-ce que ça va se produire ? Et là, d'un coup, elle relève la tête de son jardinage et elle se met à courir dans la rue. Et elle se jette dans les bras de ce mec qu'elle connaissait pas, du coup, 2 heures plus tôt. Et ils s'embrassent fougueusement. Et donc, on comprend, moi je l'ai pas compris parce que je comprends jamais rien, mais qu'en gros, elle a été ensorcelée par ses tantes pour tomber amoureuse très rapidement, de manière totalement artificielle de ce mec. Et dans le même montage, on la voit qui continue à l'embrasser et ça dit 3 ans plus tard, c'est mon mari, je l'aime, on a 2 enfants et je le kiffe trop. Et du coup, c'est vrai que ça va quand même très très vite. 5 minutes plus tôt, il y avait une meuf qui était en train de se faire pendre. Enfin, c'est quand même, il faut s'accrocher avec ce film, quoi.
Oui, j'avoue. Mais en fait, il faut savoir où ça va, c'est pour ça. Ouais. Mais c'est vrai que quand on sait pas, ça doit être un peu surprenant. Mais oui, il finit par mourir parce qu'en fait, les tantes ont jeté un sort pour qu'elle tombe amoureuse, mais elles pensaient pas qu'elle allait vraiment l'aimer. Parce que la malédiction, en fait, c'est qu'il faut vraiment aimer la personne, un homme de tout son cœur, quoi. Et donc, il finit par mourir. Et avant qu'il meure, en fait, elle entend le criquet parce que c'est comme ça qu'on sait. Si elle vivait à Marseille, elle aurait du problème, quoi. Parce que C'est les clair. cigales, l'été, ce Ouais. serait la panique tout le temps. Et là, c'est le criquet de la mort. Ça, Mais- c'est stylé. Ouais, et du coup, elle panique parce qu'elle entend le criquet, elle se dit ça y est, il va clamser, mais au lieu d'essayer de le protéger lui, elle essaie de trouver le criquet pour l'écraser. Ça, c'est pas logique. Mais bon. Ça m'a fait penser à dans The Haunting of Hill House, quand la meuf qui est jouée par Victoria Pedretti, spoiler, son mari meurt. Ah oui, oui, oui. Et il y a vraiment ce truc de malédiction où elle va jamais pouvoir s'en sortir et tout avait été un peu prédit à l'avance et malgré tout, c'est horrible quand ça se produit. Bon, là, c'est vachement moins horrifique dans Les Ensorceleuses, mais ça m'a un peu rappelé ça. Tu étais très heureuse de voir ce pauvre homme mourir. Ouais, en plus, encore une fois, pour moi, c'est une question de rythme et de montage parce que je pense que ça aurait dû être plus ramassé vraiment sur genre 30 secondes. Où là, il y a quand même un petit bout de film où elle est en couple avec ce mec et après, finalement, il meurt. En Donc, vrai, c'est 5 minutes, Anaïs. ouais, mais du coup, moi, à chaque fois, je recalibre mon cerveau en me disant « Ah, en fait, c'est ça le film. » Et en fait, non. Donc, c'était très fatigant pour moi. Mais oui, le problème que j'ai avec ce mec, c'est que c'est le mec qui joue Josh dans Sex and the City, qui n'arrive pas à faire jouir Miranda. Ah, c'est lui. Voilà, d'accord. et que Miranda finit par simuler parce qu'elle passe tout l'épisode à essayer de... Elle lui dit « Mais si, tu sais, les meufs simulent, en fait. » Et du coup, elle arrête de simuler. Le mec le vit hyper mal, il essaye de la faire jouir, et comme elle n'y arrive pas, à la fin, elle se remet à simuler, et il est trop heureux. Et il est là, yes, et il lève le poing en l'air et tout. Et donc, vraiment, j'ai une réaction viscérale quand je vois ce mec où il me dégoûte un peu. Et donc là, je peux pas. Ah. Cool. Cool, quoi. Je l'aimais pas, lui. Il est... But then he had brown eyes. Ouais, il était chum. Ouais, franchement, je me suis dit, heureusement que l'intrigue amoureuse n'est pas avec lui, parce que ça aurait été un obstacle pour moi. Il y a une autre intrigue, pas vraiment amoureuse, mais qui concerne la vie amoureuse de Gillian, qui, elle, est à Los Angeles, au bord de la piscine, en train de danser de façon un peu, genre, onirique. Enfin, on comprend pas trop comment elle danse. Oui, elle fait souvent un peu la danse du ventre, c'est un peu Oui, c'est ça, c'est un peu gênant. bizarre. Donc, C'est les c'est années pas- 90, c'est comme Gwen Stefani à la même époque où il y avait une sorte d'orientalisme un peu facile dans le comment les meufs étaient sexy. Et il y a un moment où elle fait la danse du ventre, elle a littéralement une chaîne autour du ventre. Oui, de toute façon, c'était la mode, oui, des années 90. Moi, j'allais chez Mésopotamia, donc voilà. On avait des t-shirts avec des petits, tu sais, les tie-dye avec les petits miroirs dessus ou des choses comme ça. Voilà, c'est le même esprit, sauf que c'est Nicole Kidman et qu'elle est 1000 fois plus belle. Mais elle rencontre un homme qui s'appelle Jimmy Angeloff, et elle le dit comme ça quand elle le rencontre, et qui est joué par le mec qui jouait Luka Kovac dans Urgence, voilà, qui est un des médecins d'urgence qui est resté très longtemps dans la série. Et lui, c'est un gros connard. Oui, il est violent avec elle. On comprend assez vite qu'il y a un rapport d'emprise entre les deux et donc qu'il a cet aspect très séduisant que vont avoir des hommes dans ce genre de rapport au début, mais qu'il devient très vite menaçant. Il la bombarde d'amour, voilà, genre il la laisse même pas aller aux toilettes, il est tout le temps collé à elle et puis après, voilà, il devient physiquement violent avec elle. Nicole Kidman de Les Ensorceleuses à Big Little Lies. Ouais, c'est vrai. Il y a une petite théorie sur ce personnage. Est-ce que tu as une idée de ce que ça peut être ? Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer qu'il s'appelle Angelov et que dedans, il y a Angel et Love. Ok, vas-y, j'adore. Continue. C'est pas du tout ça, mais j'adore. Continue. Et que donc, c'est peut-être un ange maudit ou, enfin, tu vois, une sorte de démon de l'amour ou quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, très clairement, le nom n'a pas été anecdotique. Après, je pense que le nom, c'est plus une blague parce qu'elle-même est genre Jimmy Angeloff. Enfin, elle est à fond, tu vois. La théorie qui circule, c'est que on nous dit qu'il ne dort jamais. Mhm. On nous dit aussi qu'il est de Transylvanie. Ah, c'est un vampire. Ouais, enfin, la théorie, c'est que c'est peut-être un descendant de Dracula ou un truc comme ça, quoi. Oui, c'est possible. C'est vrai qu'il a un côté très vampiresque dans le film. Très vampirique, même, d'ailleurs, je crois. C'est un mot qui existe. Voilà.
Mais oui, non, enfin, c'est l'ange de l'amour, mais en même temps... L'ange de la mort aussi. Exactement. Mais c'est vrai, tu le disais, le film parle d'emprise. On va y revenir quand on parlera de la fin. Mais pour moi, c'est aussi ça qui a fait que c'est devenu un film culte. C'est qu'il y a ces vibes witchy, ces vibes de sorcières que tout le monde adore ces dernières années. Tout le monde a lu Mona Chollet. Et il y a aussi un féminisme grand public, mais qui en même temps est assez osé pour un film aussi mainstream des années 90, où l'intrigue parle quand même beaucoup d'emprise, de violence conjugale et beaucoup de sororité. Ce qui est intéressant et assez fin pour un film qui manque de finesse sur d'autres niveaux, c'est la manière dont, une fois que les deux sœurs se sont débarrassées de Jimmy, pensent s'être débarrassées de lui, donc de l'homme toxique, il n'arrête pas de revenir. Et en fait, là, le film adopte un peu, et c'est le moment où j'ai dit « Ah, en fait, c'est ça l'intrigue », c'est que elles essayent de continuer à se débarrasser de lui, mais elles sont un petit peu hantées par lui. Et je trouve que c'est une métaphore assez fine sur la manière dont on peut être hanté très longtemps par les séquelles d'une relation toxique ou violente, et que même une fois que l'homme n'est plus vraiment une menace physiquement ou pratiquement, il continue à peser très très lourd sur la conscience des deux femmes. Et ça, je trouve que c'est vraiment chouette. Donc, elle le tue, elle l'enterre dans le jardin. D'abord, elles essaient de le ressusciter, après, elle l'enterre dans le jardin. Il y a le shérif qui arrive pour faire l'enquête. Et cette intrigue, elle culmine dans 2 scènes d'exorcisme. Et la première scène d'exorcisme est totalement absurde. Jimmy a pris possession du corps de Gillian et il s'attaque à tout le monde dans la maison à travers elle. Et c'est le shérif qui va réussir à le vaincre, du moins pour un moment. J'avais oublié le truc du badge de police. Voilà. C'est tellement bête. Donc oui, le fantôme est vaincu par un badge de police. On va entendre ta réaction. Bon, là, on est clairement dans une avec. N'importe quoi, mais n'importe quoi. Le pouvoir de la police, quoi. Waouh. Là, ils ont oublié de lui remettre sa petite lentille verte. Et c'est bon, il est parti, le fantôme. Il fallait juste lui montrer un badge de police. Tu vas voir. C'est ridicule. Quand on vit à une époque où il y a une grosse remise en question sur la police en tant que pouvoir et que système, voir que le personnage, déjà, il est face à un fantôme avec les effets spéciaux des années 90, un peu comme Casper. Ouais. Donc avec une sorte de transparence sur la scène, le maquillage est un peu Bleu, maladroit, ouais. voilà. Ça fait vraiment pas crédible. Et il lui sort son gros badge de police qui en plus ressemble vraiment à un badge qu'il a trouvé à Toys R Us, quoi, avec la grosse étoile énorme qui fait la taille de sa main. Et il lui montre juste le badge et ça anéantit le fantôme, ou c'est ce qu'on croit en tout cas à ce moment-là. Et donc il y a vraiment un côté totalement ridicule, c'est-à-dire que s'il suffisait de ça, c'est un peu comme il suffit de lui verser un peu de poudre dans sa bouteille, et enfin c'est juste des trucs où tu te dis, au final, il n'y a pas de pouvoir nécessaire. C'est-à-dire que lui n'a aucun pouvoir, mais il lui sort son badge et bim, hop, c'est bon. Bon, je suis d'accord avec toi, c'est ridicule. Sur ça, mais moi, ça me fait rire, mais c'est ridicule. Moi aussi, ça me fait rire. Mais il y avait une scène plus tôt où Sally parlait du badge, justement, du shérif, où elle lui disait qu'est-ce que c'est la magie ? C'est d'avoir un pouvoir parce qu'on croit en ce pouvoir. Elle prend son badge et elle lui dit ce badge, il a du pouvoir parce que vous pensez qu'il en a et parce que les gens autour pensent qu'il en a aussi. Et donc, c'est ça qui un peu annonce ce qui va se passer plus tard. Oui. Mais oui, bon, ça tient pas du tout la route. L'exécution est tellement... Enfin là, ça fait vraiment navet, en fait. Mais C'est-à-dire que dans la réalisation et l'exécution des effets spéciaux, il y a juste zéro subtilité. Donc c'est très, très drôle. Il y avait une petite anecdote qui m'a fait rire. C'est Bob Daly, le PDG de Warner Brothers à l'époque, quand il a vu le film à l'avant-première, a dit « I wish the kid would just pick a tone » en parlant de Griffin Dunne. Donc, j'aimerais juste que ce mec choisisse un ton pour ce film. Et c'est un peu ça, dans les moments comme ça. Je le rejoins à 100%. Bon, le badge de police, au final, n'a pas tant de pouvoir que ça, puisque il revient, Jimmy, il reprend possession à nouveau du corps de Gillian. Et là, on a le droit à une deuxième scène d'exorcisme qui, cette fois, est basée autour de l'idée de la sororité. Est-ce que tu peux te décrire un peu ce qui s'y passe ? Donc, le personnage de Nicole Kidman est possédé et les tantes et le personnage de Sandra Bullock décident de faire appel à toutes les femmes de la ville, ou en tout cas le plus de femmes possible, puisqu'elles ont besoin d'un coven, donc d'un clan de sorcières, pour que
le sort fonctionne, alors qu'il y avait une grosse scission entre les femmes de cette famille de sorcières et les autres femmes de la ville. Là, il y a une solidarité qui opère, puisque tout le monde sait ce que ça fait de ne pas réussir à se débarrasser du fantôme de son ex, de manière métaphorique ou non. Et donc, elles arrivent toutes avec leur balai ou leur Swiffer ou je ne sais quoi, et elles se mettent toutes en cercle avec Nicole Kidman au milieu qui est en train de souffrir le martyre puisqu'elle est possédée par l'esprit de ce mec. Et elles font des incantations pour exorciser le démon. Et là, déjà, en fait, dans les codes visuels, on est beaucoup plus dans le film de sorcière, c'est-à-dire qu'il y a les plans du dessus où elles sont toutes en cercle autour. Il y a les étoiles un petit peu magiques. Les pentagrammes, ouais, le pentagramme, voilà. Et on est dans un code couleur très sombre où la scène est un petit peu noire dans l'obscurité, tout ça. Alors que le zombie précédent, c'était dans le grenier, un peu ensoleillé. Donc, on était moins dans ces codes magiques, je trouve. Et là, ça fonctionne très, très bien. Et en plus, il y a un retentissement émotionnel que moi, j'ai trouvé très efficace, puisque déjà, voir toutes les femmes mettre leur pouvoir en commun pour aider cette femme à se débarrasser de l'esprit d'un homme malveillant et toxique, j'ai trouvé ça très beau, en fait. Et j'ai été émue d'une manière qui m'a surprise. Et je trouve que ça fonctionne très bien. Ouais, moi je suis d'accord. C'est un film qui est sorti en 98 quand même. C'était à l'époque du début de Buffy. C'était avant Charmed. Il y avait vraiment un truc autour des sorcières à ce moment-là, très clairement et tout. Et autour de l'idée de la sororité et tout. Mais c'était quand même pas très commun non plus de voir des films sur le sujet. Ou des films dont le message était, même s'il y a un aspect romantique, on va en parler avec l'histoire d'amour de Sally et du shérif. Le message vraiment du film, en fait, c'est de dépasser un peu cette malédiction d'avoir toujours des histoires horribles avec les hommes, à travers aussi la sororité et un pouvoir qui est partagé entre toutes les femmes et tout ça. Ça rappelle un peu le truc aussi du partage de pouvoir à la fin de Buffy, mais ça, c'est sorti plus tard que le film. Et c'est vrai que, moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'adore ce film. C'est-à-dire que c'est un truc où au niveau... Après, je vais pas non plus lui attribuer des messages bien plus profonds que ce que ça a. Mais je trouve qu'en le revoyant aujourd'hui, justement, le message a pas du tout vieilli, quoi. Oui, ça, c'est vrai que c'est chouette. Et puis surtout, que ce soit dans un film qui est très grand public, puisqu'en fait, des films qui abordent cette thématique, il y en a eu oui, même bien avant, sûr. depuis des décennies. Mais un film un peu Disney, quoi. C'était pas Disney, mais c'est, oui, voilà, c'est ça. l'esprit, quoi. Tu t'attendais à une histoire d'amour à la base, tu pensais que c'était un film romantique. Faut dire que je t'avais un peu induite en erreur parce que j'avais pensé l'intégrer dans la saison comédie romantique, oui. Et après en le revoyant, j'étais non, en fait non, très clairement, ça n'est pas une comédie romantique, je ne sais pas ce que c'est en fait. C'est clair. Mais il y a quand même une petite histoire d'amour entre Sally et le shérif qui en fait est l'incarnation de tous les vœux. En fait, quand elle est petite, Sally, pour ne jamais tomber amoureuse, elle inscrit dans un carnet tous les critères de l'homme dont elle tombera amoureuse. Elle met des critères qui sont complètement surréalistes pour s'assurer que cet homme n'existe pas. Sauf qu'évidemment, le shérif, c'est cet homme-là. Donc, il a un œil vert et un œil bleu. Après avoir que dans certaines scènes, parce que oui, le CGI, tu sens qu'il n'y avait pas le budget sur toutes les scènes, donc parfois ses yeux changent de couleur. Je pense même pas que ce soit un CGI. Je pense que c'est des lentilles. Je pense que c'est une lentille et que vraiment, oui, ils n'ont pas investi. Tu sens qu'il y avait un petit problème à ce niveau-là. Ouais. Mais j'avoue, moi, quand j'étais petite, après avoir vu ce film, et ça m'est resté, je crois que c'est le plus gros impact de ce film sur ma psyché adolescente, c'est que j'étais obsédée par les yeux verrons, des trucs comme ça. Enfin, c'était vraiment juste un œil vert et un œil bleu. Je trouvais ça tellement génial, quoi. C'était hyper unique. T'as pensé quoi de cette histoire d'amour entre le shérif et Sally ? Elle est pas ouf, clairement. Déjà, je pense qu'il y a un gros déficit de charisme d'un côté et pas de l'autre. C'est-à-dire que t'as Sandra Bullock qui est face à une espèce de trognon de pomme qui sait pas articuler, parce qu'il vient du Sud. Donc, on comprend rien à ce qu'il raconte. Et le mec est un petit peu raide. En fait, face à Sandra Bullock, qui est une actrice qui est extrêmement vive, en fait, et solaire. Lui, il est un petit peu... Il est charmant, franchement. Il est pas trop... Non, il est cute, il est inoffensif, quoi. Et l'histoire en elle-même, pareil, c'est un peu comme quand elle se coupe la main. C'est-à-dire que là, elle lui dit « Pourquoi êtes-vous là ?» Elle lui dit « À cause de cette lettre. » Et là, elle lui sort une lettre qu'elle avait envoyée à sa sœur, dans laquelle... c'est une lettre hyper pathétique, où elle dit « Je veux vraiment trop être aimée. Je suis tellement seule. J'ai besoin d'amour. » Et on apprend après qu'il a lu cette lettre des milliers de fois et qu'il est tombé amoureux d'elle en lisant cette lettre. Et tu te dis « Waouh, putain !» Ouais. Il a été touché par ce qu'a révélé d'elle. Après, je comprends qu'une fois qu'il la rencontre, il soit très charmé par elle, parce qu'elle est méga charmante. Mais le pouvoir de la lettre, j'y crois pas trop. Et ce qui est marrant aussi, c'est que tout ça est lié à l'intrigue policière. Et que là, c'est pareil, c'est totalement... en fait, les enjeux paraissent très faibles.
Lui, par exemple, tu sais qu'il a les yeux qui collent à la description, donc tu sais dès le départ qu'elle va finir avec lui, donc du coup, t'as pas trop l'anticipation que tu pourrais avoir parce que tu te poses même pas la question. Et sur l'enquête, il arrive et il sait que c'est l'ex de Nicole Kidman, le mec qui a disparu. Il sait aussi qu'elles sont toutes les deux en possession de la voiture du gars. Juste après, il sait qu'elles sont aussi en possession de la bague du mec qui portait juste avant de mourir et tout. Et donc t'es là, en fait, mec, c'est tellement évident dès le départ que c'est elles qui l'ont tué. Oui, mais il le sait, ça. Ouais, mais du coup, pour moi, il manquait un élément de suspense à certains moments, que ce soit sur l'aspect romantique ou policier, tu vois. Ouais, après, moi, quand je l'ai vu à 11 ans, je trouvais qu'il y avait du suspense. Mais, mais le truc, c'est que c'est pas ça l'enjeu. En fait, c'est qu'on comprend qu'il le sait. Il est suspect dès le début, mais qu'en même temps, il est déchiré parce qu'il a beaucoup d'attirance, il ressent beaucoup d'attirance pour elle. Il se dit, la pauvre, elle a vraiment besoin d'être aimée, voilà, je l'emmène en prison. Non, mais il comprend surtout que c'est un salopard parce qu'on comprend que Jimmy Angeloff avait tué sa précédente copine, qu'il l'avait étranglée. Et du coup, lui, à la base, il vient pas pour trouver la personne qui a tué Jimmy. Il vient pour arrêter Jimmy, en fait. Et c'est en poursuivant sa trace qu'il se rend compte qu'en fait, il a sûrement été tué par ses deux sœurs. Et il est un peu déchiré entre son devoir de flic qui est quand même... Il y a un crime qui a été commis, donc il est censé poursuivre, quoi. Mais en même temps, il n'a pas envie parce qu'il a un attachement et une attirance pour l'une des deux sœurs et qu'il comprend très bien aussi ce qui s'est passé, quoi. Donc pour moi, ça fonctionne. Bref, voilà. Moi, je trouve ça cute. Je suis très contente pour elle. À la fin, elle est contente. La malédiction a été levée. Voilà. Il fallait juste être copine avec toutes les meufs de la ville pour. Ouais, voilà, c'est ça. Ça aussi, je t'ai posé la question pendant le film où j'étais donc maintenant il n'y a plus la malédiction. Enfin, c'est non, mais un peu. Genre... excuse-moi, en fait. On est en train de parler de la personne qui m'a toujours dit de suspendre toute incrédulité, de ne pas poser de questions. Voilà. Oui, mais dans un film où il y a une intrigue, ça me pose plus de problème que dans des trucs qui sont censés être très perchés et sensoriels dès le début, tu vois. Mais après, je suis d'accord. Enfin, pour moi, c'est toujours pour ça que je critique moi-même le fait qu'on passe un peu trop de temps sur ce qui est réaliste ou pas dans une intrigue, parce que pour moi, c'est juste le signe qu'on n'a pas réussi à rentrer dans une œuvre, parce que n'importe quelle intrigue peut être démontée par n'importe qui, en fait. Enfin, même du film le mieux ficelé, si t'as décidé de ne pas rentrer dedans et de ne pas y croire, tu pourras toujours trouver un truc de cohérence qui va pas, parce que c'est du cinéma, en fait. Donc, tout est artificiel. Donc, je reconnais que là, la raison pour laquelle moi, je me focalise un peu plus sur ce genre de truc, c'est parce que j'ai été moins charmée par le film que toi. Parlons-en, justement. Tu as été moins charmée, on le disait tout à l'heure, par les vibes qui sont automnales. Voilà. Il est sorti un 16 octobre, donc 2 semaines avant Halloween. Donc, il a été conçu comme un film pour cette période de l'année. Oui, forcément, il y a des sorcières dedans. Donc, voilà. Il est revu par tous les gens qui sont fans de ce film tous les ans. Là, moi, je vois plein de stories passer sur Instagram et tout ça de gens qui sont en train de le revoir. C'est un classique de l'automne, un classique d'Halloween. Mais Anaïs, non. Anaïs, pour elle, ça n'est pas un film d'Halloween. On va l'entendre. Ouais, puis c'est marrant parce que pour moi, c'est pas du tout Halloween comme vibe. Ah bon ? Pour moi, c'est très... non, les B-52s, elles sont en short en jean dans la moitié des scènes, tu vois. Non, mais pour moi, c'est très automnal, quoi. Moi, je trouve pas. Ah bon ? Il y a des sorcières, mais elles sont tout le temps en t-shirt et tu vois. Ouais, mais c'est pas... Il y a pas de feuilles qui tombent des arbres, on s'en fout, c'est dans le Vermont et c'est avec... Il y a des pumpkins et il y a des trucs comme ça. Ils sont en train de vendre leurs pommes et leurs... Même les pommes, elles sont vertes, c'est bizarre, il y a des pommes rouges. On en était à un niveau de débat là quand même où c'était les pommes sont vertes. C'est clair. Non mais moi j'ai pas vu les pumpkins aussi. Hein, non, mais je pense que tu projettes un automne sur ce film qui n'existe pas. Il y a du raisin et tout ça. Non mais je suis d'accord qu'une partie de l'intrigue se déroule très clairement en été. On comprend que c'est censé être dans le Massachusetts, je sais pas le comment c'est. Que c'est censé être en Nouvelle-Angleterre en gros dans le Nord-Est américain. Ça a été filmé en vrai sur une île de l'État de Washington, donc dans le Nord-Ouest. Même ça pour moi c'est pas automnal en fait. S'il y a beaucoup d'eau comme ça, c'est moins automnal. Mais n'importe quoi. Mais tu racontes n'importe quoi en fait. Hocus Pocus, c'est dans une petite ville au bord de l'eau aussi. Oui, mais Hocus Pocus, il y a plus de chapeaux pointus. Non mais voilà, mais c'est tellement arbitraire. Et les B-52s, je veux juste répondre à ça. Parce qu'en fait, c'est sur une scène où elles ont un truc qui s'appelle les soirées margarita. Mais désolé, mais c'est génial en fait. À minuit, elles font des margaritas avec leur tante. Et du coup, elles mettent cette musique en buvant des margaritas. Le reste de la playlist, c'est du Stevie Nicks et du Johnny Mitchell.
c'est automnal. Oui, mais je pense qu'il y a plusieurs problèmes. Déjà, c'est une ambiance Halloween pour les gens qui ne sont pas des fans de films d'horreur. Et parce que pour moi, clairement, enfin, tu vois, à partir du moment où on arrive au 1er octobre, je commence à lancer des trucs qui ont une ambiance mais non, Halloween mais justement, très Halloweenesque, tu vois. Mais non, en fait, c'est ça, c'est qu'on n'est pas d'accord. En fait, Halloween... Ok, oui, c'est des films Halloween, d'horreur. c'est spooky. Non, Halloween, c'est on va aller ramasser des pommes dans le nord de l'État de New York, tu vois. Enfin, c'est ça, Halloween. Oui, bah pour toi peut-être, mais pour moi c'est les toiles d'araignée, les trucs comme ça. Enfin, il y a un côté très spooky. Là, en fait, je pense que c'est les différentes conceptions de l'automne. C'est-à-dire que là, on est clairement sur du 22 septembre versus du 31 octobre. Oui, peut-être. On est sur le début de l'automne, mais c'est vraiment... Elles sont tout le temps en short en jean. Anaïs, arrête, il y a 2 scènes et c'est quand elle rencontre son mec, en fait. Donc, c'est un flashback à un moment. Et excuse-moi si les saisons changent au fur et à mesure, Oui, c'est mais sur plusieurs années. Il n'y a pas un seul manteau dans ce film. Ça m'énerve, en fait. Les vibes sont automnales, en fait. Je sais pas comment dire ça. C'est tellement évident pour moi que ça me tue. En fait, c'est des sorcières oui, mais sur justement, une ville... toi, tu parles de vibes, moi, je te parle de fées. N'importe quoi. Il n'y a pas de citrouille, il n'y a pas de feuilles mortes, il y a très peu de tenues de sorcières, en vrai. Elles sont vraiment tout le temps en manches courtes. Désolée, alors on va rétablir un truc. Un film d'été, c'est Mamma Mia que tu vas voir. C'est un film qui se passe en Italie, en Grèce, c'est Call Me By Your Name. Ça, c'est un film d'été, ok ? Un film d'automne, c'est un film qui se passe en Nouvelle-Angleterre, où il y a des sorcières. Bah, pour moi, il faut qu'on me montre un petit peu plus ça, tu vois. Enfin, mais du coup, c'est quoi un film automnal pour toi ? Bah, Halloween de John Carpenter, dans lequel des milliers et des milliers de feuilles mortes, du même sac de feuilles mortes, ont été soufflées devant la caméra chaque scène. Mais comment ça, non ? C'est pas un film d'Halloween pour toi, Halloween ? Si. Enfin, vraiment, là, faut arrêter les conneries. Non, en fait, on va expliquer un truc. J'aime l'automne. C'est ma saison préférée. Quand j'ai envie de rentrer dans un univers automnal et donc dans un film de l'automne, c'est des films cosy, en fait. C'est pas des films qui vont me donner envie de crier pendant des heures où j'ai peur d'être tuée et trucidée, où il y a un chien qui meurt. Oui, mais pour moi, alors, il n'y a pas que ça. Il y a aussi Les Sorcières d'Eastwick ou même Hocus Pocus. Mais je suis d'accord sur le côté cosy, où je te rejoindrai par exemple sur You've Got Mail. Oui. Mais pour moi, il y a aussi une esthétique et une palette de couleurs. Et par exemple, la couverture de Evermore de Taylor Swift, il y a du marron et des feuilles d'automne. Là, je veux bien. Je trouve que dans ce film, les codes couleurs, il y a beaucoup de vert et de bleu, qui pour moi me rappellent plus une palette estivale. Mais en fait, il y a tellement d'eau et d'herbe. Et l'herbe, elle est vraiment pas automnale. Elle est au pic de sa forme tout le temps. Genre, l'herbe est super verte dans ce film. Mais Anaïs, l'herbe, elle est pas verte en été, quoi. Bah, plus maintenant, c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est vrai que maintenant, l'herbe est très marron, en effet. Mais en tout cas, voilà, pour moi, il manquait vraiment des tons plus orange, marron. Bon, on sera jamais d'accord là-dessus. C'est bien parce que je sens qu'il va y avoir tellement de débats stériles pendant cette nouvelle saison de Qu'est-ce qui se passe quand on a des films qui ne soutiennent vraiment aucune analyse profonde ? Bah voilà ce qui se passe. On parle de la couleur de l'herbe. C'est ça. Bon, ceci dit, je veux dire, moi, j'adore l'esthétique de ce film. C'est un film très beau, voilà. J'adore cette petite ville de l'État de Washington, elle est trop jolie. Mais ce que je voulais dire, j'adore les tenues dans le film, moi, même si tu dis qu'elles sont estivales, elles sont très années 90, avec des jupes un peu longues, c'est trop joli, je trouve. Et il faut savoir que la maison où tu trouvais qu'il n'y avait pas de vibe dans cette maison et tout ça. Non, mais la maison est magnifique, hein. La maison a tellement fait forte impression que la décoratrice du film, Robin Stanleffer, a arrêté sa carrière de décoratrice de film après parce qu'elle a été recrutée par le tout Hollywood pour refaire leur maison. Ben Stiller l'a recrutée pour qu'elle refasse sa maison. Trop bien. Et Barbara Streisand voulait acheter la maison et voulait la cuisine qu'il y a dans le film. Donc c'est devenu un truc vraiment, vraiment culte au niveau esthétique. Et moi, c'est vrai que j'adore ça. Enfin, leur verrière, là, avec toutes les plantes. Ouais, la ça, maison est super beau, belle. quoi. Hein. Vraiment, oui, la maison est vraiment très belle. C'est trop beau. Je suis d'accord. J'ai quelques autres petites anecdotes de films d'ailleurs que je voulais mentionner. Apparemment, Griffin Dunne a travaillé avec une vraie sorcière. Enfin, une vraie sorcière. Ça va, Marie? Avec une femme qui dit être une sorcière, en tout cas, pour être consultante sur le film. Et elle a fini par jeter un sort sur le tournage. Alors lui, il a voulu que ça s'ébruite pas trop parce qu'il y croyait pas, mais il pensait que les gens allaient y croire. Et d'ailleurs, il y a le père de quelqu'un qui travaillait sur le tournage qui est mort et tout le monde disait « Ah bah c'est à cause de ça », alors que bon, il était juste... il est mort, quoi. Donc apparemment, Nicole Kidman et Sandra Bullock en parlaient beaucoup pendant le tournage du fait qu'il y avait eu un sort qui avait été jeté. Pendant la scène de la tequila de minuit, tout le monde était torché, vraiment. Et ils étaient tous bourrés, y compris le réalisateur.
La scène avec les aiguilles, où en fait elles ont des aiguilles et elles vont pour planter dans l'œil. Et en fait, elles sont dégoûtées par le fait de faire ça. Et en fait, la scène, on les voit jamais le planter dans l'œil parce qu'ils se réveillent à ce moment-là. Il y avait une version qui a été tournée où elles plantaient vraiment dans l'œil, mais ça a été estimé trop violent par les studios. Ouais, c'est tout le problème de ce film. Les scènes de violence domestique à l'origine étaient beaucoup plus violentes aussi et ont été coupées. Et donc, il y a un peu une rumeur, enfin pas une rumeur d'ailleurs, c'est Griffin Dunne qui l'a dit lui-même, il a dit qu'en fait, il devrait y avoir une director's cut du film avec la version qu'il voulait vraiment faire. Mais du coup, je pense que les changements de ton seront encore plus violents, quoi. T'as pensé quoi de la fin ? C'est les 5 minutes du film où on a vraiment un film de sorcière et c'est trop cool. Qu'est-ce qui se passe ? Déjà, elles sont toutes en robe noire avec des chapeaux pointus et des collants rayés rouge et blanc et des petites bottines. Et elles se mettent toutes sur le toit avec un parapluie et elles décident toutes de se jeter du toit, comme pour reprendre l'idée que les sorcières se mettent à voler, tout ça. Mais en même temps, il y a un côté très bon enfant où elles s'envolent pas vraiment. Justement, elles atterrissent très lentement avec leur parapluie, comme dans Gilmore Girls. Et toute la ville est là pour les acclamer parce que ça y est, tout le monde s'est réconcilié. Et il y a le nouveau mec de Sandra Bullock et tout le monde est ami. Et c'est une scène de nuit avec des éléments très witchy, spooky. Donc ça m'a beaucoup plu. Ouais, elle est bien cette scène. Pendant tout le film, on entend un peu les bruits de la ville, les rumeurs sur les sœurs. Et une des rumeurs sur les sœurs, c'est qu'elles sautent du toit pour Halloween, quoi. Et donc là, tout le monde est invité pour voir ça et on comprend qu'en fait, ça y est, elles ont été intégrées à la ville et elles font partie un peu de cette vie-là. Même si, bon, je trouve ça un peu facile parce qu'elles ont été bullied pendant des années. Oui, je suis d'accord. Et là, d'un coup, elles ont fait un sort avec les meufs locales et ça y est, tout le monde est gentil. Moi, je leur en voudrais toujours aux autres. Hein. C'est clair. On passe à l'épreuve, notre petite séance de torture. Anaïs, tu dois lister 3 qualités qu'a ce film. Tu as bien en trouvé 3 quand même. Oui, la maison est très jolie. Nicole Kidman est très jolie. Et tout le casting est très bien. Enfin, toutes les femmes du casting sont très bien. Waouh, tu t'es pas voulu quand même. Non, et la métaphore sur la relation d'emprise est très chouette. Et du coup, moi, je dois dire 3 défauts. Il y a évidemment des petits problèmes de changement de ton. Il y a des effets spéciaux cheap, je reconnais. Et c'est vrai que les personnages masculins sont pas très charismatiques. Mais les personnages féminins sont tellement bien que... Navet ou chef-d'œuvre? Navet ou chef-d'œuvre? Navet ou chef-d'œuvre? Naouch ou chna? Chacune a 30 secondes pour convaincre l'autre. Tu as 30 secondes pour me convaincre que donc ça n'est pas un bon film apparemment, que c'est un navet. Vas-y. C'est un film qui, certes, est très charmant, mais qui part trop dans tous les sens, qui, pour moi, a un problème de rythme, c'est-à-dire que je suis pas du tout accrochée par les divers rebondissements. Les effets spéciaux manquent un petit peu de finesse. Le casting masculin est pas très bon. Et disons juste que j'ai pas été très investie. Mais après, je reconnais que c'est un film qui est totalement, pour un après-midi de week-end, ça se laisse regarder avec grand plaisir. Et toi, Marie, convainc-moi que c'est un chef-d'œuvre. Moi, je pense que c'est un film qui est très beau, qui est très automnal, qui a un casting féminin absolument fabuleux, qui a des moments marrants, des moments qui sont poignants et de façon assez surprenante, et que ça a un message féministe qui pourrait sembler facile peut-être, mais qui, pour un film aussi grand public, fonctionne très bien et n'a pas du tout vieilli. Donc, je trouve que c'est un super film et c'est un chef-d'œuvre. Voilà. Bravo. Merci de nous avoir écoutés. Merci Anaïs. Merci Marie. Si vous voulez voir ou revoir Les Ensorceleuses, le film est disponible un peu partout en VOD. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Ami sur slide.fr ou votre plateforme de podcast préférée. Dans le prochain épisode, on va revisiter Burlesque. Un chef-d'œuvre, on est d'accord. Ouais, là pour le coup, il n'y aura aucun débat entre Marie et moi sur la qualité de ce film. Si vous découvrez ou redécouvrez ces merveilles du 7e art en même temps que nous, n'hésitez pas à partager vos impressions sur les réseaux sociaux. On adore vous lire à chaque saison. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre autre podcast, PIC TV, où on analyse l'actualité des séries. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire, ou vous pouvez nous hyper auprès de tous vos amis. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ami est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron. Production éditoriale, prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez. Bonjour et bienvenue dans Ami, le podcast où on vous ressort ça. Voilà, le podcast où on vous ressort... Ah non, en fait, ça va pas le faire du tout.
On est de retour. Anaïs, tu as vu le film, mais je crois qu'il t'a laissé un tout petit peu circonspect. Circoncise aussi, si tu veux. Anaïs, tu as vu le film, mais je crois qu'il t'a laissé un petit peu circonspect. T'as vu mettre les mots? Non, moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'il y ait la scène où elles partent au solstice. Non, je peux plus. En fait, on va pas mettre ça, en fait. On va pas l'inclure. Voilà. C'était Annie. T'as vraiment des gros problèmes. Hein.